annonce. Pour l'instant, je bidouille, moi. Pour rester dans le thème des milieux naturels et de leur dynamique, on va passer la parole à Félix Hinkel et Augustin Soulard pour nous parler de Cubiome, un projet open source de saisie des données naturalistes via QGIS et QField. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous on va vous parler de Cubiome, un projet QField un projet QGIS utilisable sur QField pour les naturalistes. Donc moi c'est Félix Hinkel, je suis géomaticien et donc j'ai pas mal travaillé dans des bureaux d'études environnementaux, donc j'ai un peu toutes ces connaissances-là et donc je vais passer la parole à Augustin Soulard qui va se présenter. Bonjour, donc moi c'est Augustin Soulard, donc on vous a spoilé mais voilà, je me représente et je suis botaniste, donc pour vous dire je suis une espèce de hippie en chemise en gros. Donc alors, en gros, nous on utilise beaucoup la cartographie pour faire des pointages d'espèces et pour analyser la flore et les habitats naturels de manière cartographique. Et avant d'utiliser QField, on avait tout un tas d'outils qui sont disponibles, peut-être même parfois open source pour certains, mais tous ces outils ne permettaient pas de répondre à tous nos besoins parce que souvent ça va être juste des pointages d'espèces. Et nous, on a des besoins un petit peu plus complexes. En gros, pourquoi on a dû arriver à QField et faire notre propre outil, c'est d'abord qu'on a besoin d'un outil qui est transportable, qu'on embarque sur le terrain. On ne va pas ramener notre ordinateur. Il faut que ce soit quand même cross-platform parce qu'in fine, on va travailler sur l'ordinateur. Et on a besoin de quelque chose de plus complexe que juste faire des points pour dire là, il y a une espèce. On a besoin de protocoles un peu plus poussés. On a besoin aussi d'avoir un accès directement à nos listes d'espèces et à nos statuts. Donc ça, c'est des choses qui sont nationales, donc on ne peut pas prendre un peu n'importe lesquelles, comme iNaturalist par exemple, qui utilise d'autres bases de données pour les espèces. On a aussi besoin d'avoir la maîtrise sur nos données. Donc tous les autres outils, les serveurs, on ne sait pas trop où c'est stocké, on n'a pas forcément la main sur nos données. Donc ça, c'est aussi un des objectifs en utilisant QField. Évidemment, le gros avantage de QGIS et de QField, c'est qu'on peut moduler nous-mêmes et ajouter nos propres couches. Et enfin, gros avantage évident de QField, c'est qu'on peut l'utiliser sur QGIS et c'est l'outil qu'on utilise très principalement quand on est naturaliste. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc, ce qui va être difficile pour nous, les naturalistes, quand on va s'attaquer à la problématique de la géomatique, on est obligé de travailler avec. Mais on n'a pas forcément toutes les compétences, on n'a pas forcément tout le temps qu'a un géomaticien pour se former, et notamment pour travailler sur tout ce qui va être liste d'espèces et les statuts. C'est des grosses listes, donc c'est un peu complexe pour nous. On va aussi avoir toute la problématique de créer des formulaires quand on travaille sur QField. Il y a des choses assez complexes. Et aussi, nous on a un travail qui est on travaille vraiment avec les saisons. Et quand on va se lancer dans une saison de terrain, on va enchaîner pendant 3 mois et on n'aura pas du tout le temps de revenir sur notre outil. Et donc on ne peut pas l'améliorer au fil de l'eau et se dire là il y a un bug, je peux le corriger. On est obligé d'avoir un outil qui part tout de suite bien et donc c'est compliqué quand on ne connaît pas bien la géomatique de créer tout de suite un outil qui est nickel et où il n'y aura pas de bug sur le terrain. Donc pour vous faire un petit peu l'historique de cet outil, alors ça a émergé dans mon premier bureau d'études, qui était Biotope d'ailleurs. Donc on avait déjà tout un panel d'outils, mais bon, on avait quand même un petit peu ce qu'il fallait. Mais après, dans mon deuxième bureau d'études dans lequel j'ai travaillé, on n'avait rien du tout. Donc du coup, j'ai créé le KitBota QField qui me permettait de faire mon travail sur QField. Donc de là a émergé ensuite QFlore, puisque le KitBota QField était open source. Et donc c'est là que Félix a repris ce KitBota et en a fait un outil de géomaticien beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet. Et parallèlement, il a fait QFaune, donc pour la faune. Et donc, suite à plusieurs échanges entre Félix, moi et aussi d'autres naturalistes, on a pu améliorer ces outils. Et puis aujourd'hui, Félix a fait Cubiome, qui est donc la compilation de QFlore et QFaune, et aussi de la fonge, donc pour les champignons. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça représente Cubiome concrètement? C'est un projet QGIS comme un autre qu'on va pouvoir ouvrir sur QGIS ou ouvrir sur QField.
on a essayé de compacter au maximum. Donc on a un projet et 3 jours très restreint pour que ce soit facilement embarquable sur le téléphone. À l'intérieur du projet, il y a quand même 52 couches et 70 relations de projet, ce qui fait pas mal, qui va nourrir tous les formulaires avec des listes préétablies. Pas mal de choses assez poussées en termes de formulaires pour améliorer la saisie. Et on a quelques outils, bureaux sur QGIS, quelques scripts en Python. On commence à réfléchir un peu à ça, des composeurs, des modules pour améliorer encore la poursuite, enfin, l'analyse des données une fois au bureau. Donc voilà, on va vous présenter un peu plus en détail ce que ça représente. Et pour commencer, on va prendre 2 cas un peu problématiques en général pour les naturalistes sur le terrain et la façon dont on a traité ça dans Cubiome. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment on range les espèces aujourd'hui. Alors j'imagine que vous savez tous à peu près ce que c'est une espèce. Mais autour de ce concept, il y a plusieurs choses. Donc déjà, une espèce, ça va être imbriquée dans tout un tas de groupes. On va avoir des classes, on va avoir des ordres, on va avoir des familles. Et ensuite, on va voir le genre et l'espèce. Et parfois, on a des sous-espèces. Alors, ce qui peut être compliqué, c'est que derrière ce nom d'espèce, donc Gagea bohemica, on a donc ce nom et on a derrière le concept de l'espèce. Mais parfois, il peut y avoir plusieurs noms derrière le concept de l'espèce. Et c'est pour ça qu'on a créé, à l'échelle nationale, ils ont créé donc TaxRef avec dedans des codes taxonomiques, un code de nom pour le nom d'espèce et un code CDRef qui lui correspond plutôt au concept de l'espèce. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce concept de l'espèce, on a tout un tas d'autres taxons qui vont avoir donc ce CD nom. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer. TaxRef donc, qui est le référentiel taxonomique de toutes les espèces en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Donc c'est 700 000 entrées, donc c'est quand même une petite base qui commence à être assez grande, quoi. On va aussi avoir tout un tas de statuts qui sont associés à ces espèces. Donc on va avoir des statuts de protection à l'échelle nationale, donc pour les espèces qui sont protégées, comme c'est le cas de Gagea bohemica. Et on va voir aussi, par exemple, des listes rouges. Donc ça, c'est des statuts de menaces qui vont être à l'échelle nationale, mais aussi déclinés aux échelles régionales. Et donc là, ça complexifie vachement les statuts, parce qu'on a ces statuts de menaces régionaux, donc qui ne sont pas les mêmes entre les régions et pas les mêmes que le statut national. Et on va avoir aussi d'autres statuts, comme des statuts SNIEF, des statuts de directive Habitat à l'échelle européenne. Enfin, tout un tas de statuts qu'il va falloir compiler. Alors, une grande partie de ces statuts est compilée dans la base de connaissances des statuts, donc qui est un petit peu associée à TaxRef, et donc qui a 450 000 entrées. Donc tout ça, ça fait beaucoup de lignes à traiter, beaucoup de choses à filtrer, à intégrer, et pour les naturalistes qui ne sont pas complexes, et souvent ça se finit dans un bon vieux Excel, donc avec quelque chose qui n'est pas très dynamique, et donc avec des mises à jour assez complexes, donc qui ne sont pas forcément toujours bien faites, et donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire un outil qui était assez facile à utiliser. Donc voilà, le but par rapport à ça, c'était de compiler donc, ces deux bases de données, donc le TaxRef et la base de données connaissance des statuts, pour en faire quelque chose qui va être facilement réutilisable et qu'on va pouvoir refaire chaque année. Le TaxRef et les bases de statuts changent chaque année, donc il faut les refaire à chaque fois. Pour l'instant, la façon dont c'est fait, c'est avec un script sur R, qui va faire une liste d'espèces avec les statuts nationaux et une liste de tous les statuts régionaux. Et c'est une fois dans QGIS qu'on va faire vraiment une jointure dynamique pour avoir vraiment la liste d'espèces à l'échelle de la région. La façon après dont c'est implémenté dans QGIS, je vais passer vite fait, mais en gros c'est une des relations de projet qu'on a. Ici par exemple sur les amphibiens, on a notre couche ici d'observation des amphibiens qui va être liée avec la liste d'espèces par le champ nom. On voit ça dans l'outil pour configurer le formulaire, où on va pouvoir, avec le champ, ici sur le champ nom, faire une relation et donc pouvoir avoir un petit widget qu'on a dans le formulaire qui est bien pratique dans QField. Ici, j'ai pris l'exemple donc, du triton crété, voilà, qui est magnifique. Ce que ça nous donne donc, dans QField, là c'est directement dans QField, on a une petite loupe qui va nous permettre de sélectionner parmi tout le TaxRef avec notre nom d'espèce, donc c'est assez facile
de restreindre la recherche. Et ce qui va être intéressant avec cette valeur de relation, c'est que par cette relation, on va pouvoir accéder avec ce petit bouton ici à toute la liste d'espèces, enfin au statut de la liste d'espèces. Donc par exemple, on voit ici qu'il est protégé nationalement, il est NT, c'est-à-dire quasiment menacé, c'est ça, nationalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici en PACA, il y a une liste rouge régionale qui est spécifique et il est CR, donc en danger critique, c'est ça. Donc ça, c'est des informations qui sont vraiment importantes pour les naturalistes. Sur le terrain, ils n'ont pas en tête tous les statuts de chacune des espèces qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Donc c'est pratique d'avoir en un clic accès à toutes ces informations-là directement dans QField. Alors, comme je vous disais, on ne va pas juste faire des simples pointages d'espèces, on a des protocoles un peu plus poussés. Donc le pointage simple, on va parler de relevés ponctuels, et puis on va avoir des relevés spécifiques. Et là, je vais vous présenter un peu les relevés phytosociologiques, donc, qui sont des protocoles qu'on utilise beaucoup quand on est botaniste. Donc qu'est-ce que c'est qu'un relevé phytosociologique? Alors en gros, c'est un relevé où on va prendre une surface et on va y relever toutes les espèces par strate de végétation. Donc en gros, les strates, ça va être des hauteurs. Donc pour la strate arborée, la strate arbustive, la strate herbacée et la strate mucinale si on fait aussi les mousses. Et ensuite, on va relever toutes les espèces dans chacune de ces strates et on va y accorder un coefficient pour chacune des espèces, un coefficient d'abondance-dominance pour savoir un peu comment l'espèce est représentée dans la strate. Alors, classiquement, avant, on avait ce genre de formulaire qui servait donc ici à relever nos espèces par strate et à y noter tout un tas d'écologies, donc le type de sol, la géologie, l'exposition, noter les recouvrements des strates en général, combien de recouvrements et quelle est la hauteur pour chaque strate. Et en fait, toutes ces informations, ça sert après en partie à relier en gros l'habitat qu'on étudie, l'habitat naturel, hein, c'est un milieu du coup, pour le relier en gros à ce qu'on appelle un syntaxon. En fait, le syntaxon, c'est comme une espèce, mais au lieu que ce soit une espèce comme on voit classiquement, c'est un habitat en gros. Donc il y a des noms scientifiques aussi pour les habitats. Et une fois qu'on a ce nom scientifique d'habitat, on peut comprendre le milieu, comment il fonctionne, parce que c'est associé à tout un tas de paramètres écologiques. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un relevé phytosociologique. Je sais que moi j'ai mis pas mal de temps à comprendre, c'est des choses assez complexes à conceptualiser, surtout quand tous les noms sont en latin en plus, donc ça aide pas. Sur QGIS et donc sur QField, c'était aussi assez compliqué de matérialiser ça. Au final, donc on a deux couches, et une couche donc, de relevé phytosociologique, où on va pouvoir renseigner pas mal d'informations sur l'exposition, le type de roche, le type de milieu, tout ça. Et dans notre couche d'observation de flore, on va pouvoir ici renseigner le relevé auquel l'observation est reliée, la strate sur laquelle on se situe, donc herbacée ici en l'occurrence, et l'indice d'abondance-dominance pour caractériser le recouvrement sur le relevé. On a créé, alors ça pareil, c'est un peu toute une machinerie qu'il y a derrière. On a des relations qui sont faites entre notre couche de relevé et la couche de flore à partir de champs calculés qui vont faire un champ par strate. Il y a encore d'autres codes derrière, mais on arrive à quelque chose qui est assez utilisable. Donc c'est toujours avec l'outil relation, mais cette fois dans l'autre sens, dans le relevé directement. Et quand on est sur le terrain, on va avoir pour chaque strate, ici les petits A, A, H, M, c'est chacune des strates. Donc là, notre strate herbacée, on a toutes les espèces qu'on a mentionnées dans cette strate, et ça nous permet d'avoir en fait une liste d'espèces directement à l'échelle du protocole, sans avoir à se trimballer des feuilles A4 avec tout ça écrit à la main. Donc c'est un peu de machinerie derrière, c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est utilisable par les botanistes sur le terrain, sans que ce soit vraiment trop compliqué non plus pour eux. Donc voilà, on a fait donc deux cas d'usage deux exemples assez rapides. Je vais laisser Augustin finir avec pas mal de screens, d'exemples de ce qu'il fait vraiment sur le terrain. Alors là, c'est le premier exemple, c'est sur l'île de Rio. Donc vous pouvez voir différents relevés phytosociologiques
qu'on a fait dessus pour que vous voyez un peu ce que ça représente. Et un des avantages d'utiliser Qfil, c'est qu'on a justement cette représentation graphique qui parle direct et qu'on a tout de suite. Et donc avec nos espèces associées, les recouvrements, toutes les informations du relevé qui sont rentrées, on peut mettre des photos sans limite de nombre. Donc voilà un petit peu pour le premier exemple. On a aussi des couches un peu tout venant. Donc il y a une couche point, une couche polygone et une couche ligne tout venant. Et ça, c'est parce que quand on travaille en écologie, on ne peut pas du tout prévoir tout ce qu'on va voir sur le terrain. Là, par exemple, j'avais vu des traces d'érosion de ce qu'on appelle les gabions et des goélands. Et comme on travaille sur l'île du Riou, qui est une île qui subit assez de pression par cette espèce, et ben, c'est ce genre d'information qui est intéressante, mais qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir des couches un petit peu tout venant. Et enfin, donc, Qfield et donc QGIS qui tourne derrière, c'est un outil qui est parfaitement modulable. Donc, ça veut dire qu'on peut faire, on peut faire des cartographies avec tout un tas d'ajouts. Donc là, par exemple, je vais avoir ma carte d'habitat avec mes pointages, tout un tas de remarques et puis des points que j'ai mis d'espèces patrimoniales qu'il faut que j'aille voir sur le terrain. Et puis, on a aussi la possibilité de moduler nous-mêmes le formulaire et donc d'ajouter ce qu'on a envie. Donc moi, j'ai changé encore récemment de bureau d'études et donc j'ai eu des nouveaux besoins. Donc j'ai pu rajouter ça rapidement avant le début de ma saison. Et enfin, donc Cubiome, c'est un outil qui a été testé et approuvé. Maintenant, alors on n'a pas les chiffres exacts, mais on est sûrement un peu plus de 100 à l'utiliser. On a fait des gros projets avec des milliers de points, beaucoup de polygones, et ça tourne. Alors il y a encore des améliorations à apporter, c'est assez nouveau, mais globalement ça tourne et on l'utilise et ça marche bien, et ça nous aide bien. Donc voilà, la suite pour Cubiome et pour le projet en général, il est disponible gratuitement open source sur GitHub. Il a déjà été téléchargé par plus de 450 personnes maintenant, je crois. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé. J'avais pas mal de retours, moi, en perso, avant. On a mis en place un serveur Discord, une communauté sur Discord pour échanger autour de ça. Ça permet déjà juste pour les utilisateurs d'échanger leurs pratiques et de pouvoir tester les projets pour sortir. Enfin, le but, c'est de sortir une version par an. Mais ça permet d'avoir quand même une bonne dynamique autour du projet pour pouvoir l'améliorer au fur et à mesure des années. Voilà pour nous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois une au fond. Bonjour, Guilhem Alamand, donc moi je suis développeur Qfil Cloud. Merci et bravo pour votre projet. J'aurais une question, est-ce que vous faites des actions pour compiler les données qui viennent de différents naturalistes? Enfin, parce que si j'ai bien compris, c'est des géopackages, donc chaque... Est-ce que vous les compilez à la fin? C'est ma question. Alors, ça c'est déjà un travail qui est fait aux échelles régionales et nationales par ce qu'on appelle les SINP. Donc le but c'est que chacun après prend son petit cubiome et gère ses données à lui, et de toute manière souvent on faisait déjà le transfert de données on faisait déjà remonter les données au SINP. C'est vrai que par rapport à ça, la plupart des gens qui utilisent Cubiome, c'est plutôt des petites structures, donc des qui vont pas avoir derrière de bases de données immenses à faire tourner. Mais le but, oui, c'est qu'ils puissent récupérer leurs données et les renvoyer au service de l'État, donc au SINP. Et c'est dans ce sens-là qu'on commence à faire des petits scripts Python au niveau des couches pour pouvoir justement exporter les données au bon format. Parce que ça, c'est pareil, c'est des choses qui... C'est juste refactoriser une couche, mais pour des non-géométriciens, c'est quand même des choses assez contraignantes. Et donc le but, c'est d'intégrer directement dans le projet des outils qui permettent justement de faire la suite des données une fois le projet terminé, quoi. Il y a une autre question au fond. Bonjour, déjà merci. Donc, Maxime Hébert pour le groupe Socotec. Bon là du coup je vais un peu contredire parce que là pour le coup on est gros et on a beaucoup de naturalistes et on est intéressé par Cubiome, et je voulais juste savoir au niveau du taxref, vous l'avez intégré en intégralité, c'est la version annuelle intégralité, ou vous avez filtré aujourd'hui?
Le taxref est filtré sur les CD non. On a seulement les CD non valides, seulement les CDRF. Donc on a tout ce, enfin, ça permet de pas, enfin, ça fait des tables immenses à intégrer, donc c'est trop. Il est filtré sur la présence en France métropolitaine. Je sais que c'est un sujet aussi autour de ça, de faire une version France métropolitaine et une version Outre-mer, parce que pour l'instant il n'est pas utilisable sur les Outre-mer, on n'a pas de liste d'espèces propres aux Outre-mer, parce que le taxref et la BDC est organisé un peu différemment sur les Outre-mer, donc c'est un peu plus compliqué. Mais oui, je crois qu'on n'a que ça, oui, le filtre sur donc, les non-valides et la présence en métropole. Je sais que ouais, ça aurait été possible d'intégrer tout le taxref avec la gestion de la synonymie derrière. C'est encore d'autres moulionnettes qui tournent et surtout que ça fait vraiment des tables immenses. À la base, le projet, ouais, c'est vraiment 3 géopackages. Le but, c'est qu'ils ne soient pas non plus immenses parce qu'il y en a qui s'en servent sur le cloud, il y en a qui s'en servent juste à mettre leur projet sur leur tablette depuis leur PC. Et il y a des problématiques de place aussi, quoi. Après, s'il y a un autre fil qui est sur les taxons pris, donc il y a la flore, il y a les mousses, je crois que tu as les araignées, les amphibiens, enfin, il y a beaucoup de taxons, il manque peut-être un petit peu dans les insectes parce que tout de suite ça fait beaucoup quand on prend tous les insectes, mais globalement il y a tout ce qu'on utilise en bureau d'études et autres où on peut rentrer quand on a un nom qui est pas dans taxref. Ça arrive même en flore pour des espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas encore référencées dans taxref. Oui, bonjour, Béatrice Maranger, mairie de Bondy, donc région parisienne. Juste une question technique et pas sur le métier. Vous avez parlé de script R et la jointure, vous la faites sous QGIS. Ouais. Pourquoi vous ne faites pas la jointure sous R? Le but de la jointure, c'est de faire une jointure qui va être régionalisée. Sur QGIS, on a la liste d'espèces globale et on va avoir après une liste d'espèces référente à chaque région de statut. Par exemple, ici en Rhône-Alpes, il y a des statuts qui sont spécifiques. Donc quand j'indique que je suis en PACA, QGIS va joindre ma liste d'espèces avec les statuts de la région PACA. Mais si je change et que si je mets Rhône-Alpes, bah, du coup il va joindre le truc. C'est pour ça qu'en fait on a 2 couches et avoir une jointure dynamique directement dans QGIS. Ouais. J'ai une question qui est assez simple. Là, on a l'impression que c'est un outil qui est quand même réservé aux professionnels. Est-ce qu'il y a une possibilité de basculer et d'élargir un peu le public, l'audience, aux semi-professionnels, au grand public, au moins à titre de consultation pour apprendre quelles sont les espèces autour de nous? Alors c'est des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi, des questions qui m'ont été posées. À la base, moi le cahier des charges que j'avais, c'était vraiment un usage type bureau d'études, donc un usage vraiment très professionnel. Je sais que ça se lie pas forcément même avec des usages publics, ce qui peut être fait dans des parcs naturels ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment un outil qui serait adapté pour le grand public. Il y a quand même pas mal de complexité sur justement des protocoles qui vont être assez lourds, qui ne sont pas forcément très compréhensibles. Il y a beaucoup d'autres... c'est notre présentation ou pas? Parce qu'en gros, il y a beaucoup d'autres... Comme ce qu'on avait montré en fait, au début, il y a énormément d'applications qui existent déjà. Et c'est parmi toutes ces applications, il n'y avait pas trop les usages qu'en faisaient les bureaux d'études. C'était plutôt ce trou-là dans la raquette qu'on voulait combler. Des applications, enfin typiquement, c'est beaucoup plus facile avec PlanteNet d'arriver dans la nature, de scanner une plante et de regarder ce que c'est. C'est pas possible de faire ça sur Cubiome. Alors peut-être qu'on ferait un plugin qui pourra lier les deux, mais pour l'instant c'est pas le but. C'est plutôt on pense à faire un peu, pourquoi pas, de la science participative avec des projets qui seraient ouverts. Mais du coup, ça serait pas forcément Cubiome tel quel, ça serait pour des projets spécifiques où les couches seraient filtrées, ou en tout cas il y aurait une autre interface que celle qui est typée bureau d'études. Ouais. Après, on utilise déjà l'outil en association, mais c'est des associations où c'est déjà des botanistes confirmés, donc ils savent utiliser ce genre d'outils. Mais c'est vrai que iNaturalist, tout ça, même moi, même des fois, sur mes week-ends, j'utilise plutôt d'autres outils qui vont être plus commodes et plus faciles pour partager les données, comme iNaturalist. Donc je pense que c'est moins adapté, sauf quand on veut vraiment faire des relevés phytosociologiques, des fois sur les sorties bénévoles. Merci beaucoup. Merci.